Salam alaikum. Bonjour les amis. Pour cette deuxième vidéo, partie 2, par rapport au module de l'expression de l'écrit, spécialité langue française, semestre 1, semestre 1, relative au enseignement supérieur euh, de l'Algérie. Programme, on a dit programme semestre 1. On a évoqué la dernière fois, on a parlé de textes narratifs, les fonctions du langage, et on a parlé aussi du cours du rythme et l'ordre et les points de vue, la focalisation. Maintenant, on va commencer par la progression thématique, comme vous voyez. Euh, La progression thématique, euh, on doit comprendre que dans une progression thématique, il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle, c'est-à-dire euh, le développement chronologique, parce qu'il n'a rien à voir. La progression thématique, c'est une évolution de la répartition de l'information par thème et propos. Euh, on peut, c'est-à-dire donner des exemples pour mieux comprendre. Si vous suivez mes amis, ou juste prendre des exemples, vous pouvez écrire le premier, le deuxième, le troisième exemple. On va commencer par évoquer, bien citer les différents progressions thématiques. On a une progression constante et on a deux, la progression linéaire, et on a la troisième, c'est une progression éclatée. Bon, avant de donner des exemples, il faut bien expliquer ces concepts. Ces concepts sont tous relatifs, ou bien ils sont liés à la littérature, et ou bien aussi à ce qu'on appelle le style de l'écriture de l'auteur et sa façon de rédiger, sa façon de raconter. Voilà, il y a des écrivains dont ils possèdent c'est-à-dire ils suivent pas ces concepts, ils sont libres dans leur écriture. Je cite par exemple Albert Camus, ici bien sûr on parle de l'absurde. Et aussi, il y a d'autres que je peux pas les citer, je n'arrive pas à les citer maintenant. Concernant et revenant sur notre sujet qui est la progression thématique, on a dit qu'elle est composée de trois catégories. On a la progression constante et de linéaire et éclatée. Pour bien comprendre, on doit donner des exemples. Une progression, c'est-à-dire par constant, si c'est une progression dont, c'est-à-dire le thème et le propos, c'est-à-dire ne changent pas. C'est-à-dire lorsqu'on évoque le thème et on termine par le propos et en virgule on continue à une autre phrase ou bien une autre idée, on va pas commencer par, c'est-à-dire par ce qu'on a terminé, ce qu'on a évoqué dernière fois, c'est le propos. Non, on va commencer, on va commencer par le thème et ensuite on va évoquer ensuite le propos. C'est-à-dire elle se compose ou bien elle se définit comme thème, propos. Et puis, deuxième phrase, thème, propos. Troisième phrase, thème, propos. Et ainsi de suite. Euh, et pour exemple, on dit par exemple, prends un exemple de l'enfant joue dans la cour. L'enfant joue dans la cour. Il s'amuse follement. Je répète, l'enfant joue dans la cour, il s'amuse follement. Ici, pour détecter le thème et le propos, l'enfant, c'est le thème, joue dans la cour, et puis on termine par la phrase il s'amuse follement.
Vous voyez que l'enfant, et on a le pronom il, le pronom troisième personne du pluriel, il. Alors l'enfant bien sûr c'est un sujet. Alors l'enfant, le il pronom ici c'est un pronom représentant. Il représente quoi? Il représente l'enfant. C'est le deuxième thème. Oui, la deuxième phrase commence, bien la deuxième proposition commence avec il. Il s'amuse. Vous voyez qu'on n'a pas commencé la phrase par un propos. Le propos, mes amis, lorsqu'on dit l'enfant joue dans la cour. La cour, c'est quoi? C'est le propos. Alors, lorsqu'on termine, on a terminé la phrase, on a commencé par le thème. Et on n'a pas commencé par, c'est-à-dire par la cour en évoquant, bien utilisant, par exemple, i s'amuse follement. Le y, c'est un pronom qui représente, c'est pas un lieu. On pourrait dire, si on change cette phrase à une autre phrase qui sera, qui comprend ce qu'on appelle la progression linéaire, alors on dit l'enfant joue dans la cour, il s'amuse follement. Oui, il s'amuse follement. C'est-à-dire on a thème, propos, la cour, et puis on a commencé par la cour, qui est le propos, et on a terminé s'amuse follement. Vous voyez, ça c'est une progression par linéaire qui est classée 2. Mais on est dans la progression constante, c'est-à-dire l'enfant joue dans la cour, on a l'enfant, c'est un thème. Alors lorsqu'on termine la phrase, on va utiliser un autre pronom qui représente le sujet, ou bien le thème, et il va aussi prendre la catégorie de thème. Il s'amuse follement. Comprenez? Bon, pardon. Bon, un autre exemple, je pense qu'il y en a deux. On dit par exemple l'ordinateur. Attends, je vais. Bon, on a un autre exemple. Par exemple, on dit toujours dans la progression constante. On dit l'ordinateur se définit. On a l'ordinateur se définit. L'ordinateur c'est un thème, se définit. C'est un propos. Et puis, une autre, en deux, on dit cet appareil est composé. Vous voyez que 7 représente l'ordinateur. Alors c'est un thème, appareil est composé. Composé, c'est le verbe, il définit toujours le propos. Vous voyez. Et troisième phrase, on peut dire aussi il est une machine, 3 points. Et vous ajoutez, vous terminez la phrase. C'est-à-dire ici, juste pour vous montrer que l'ordinateur, c'est le thème, se définit ses propos. On peut remplacer dans une autre phrase l'ordinateur par 7. On peut dire cet appareil composé. Composé devient propos. On a 7 à la remplacer l'ordinateur et composé qui est propos et remplacer un autre propos qui se définit. Ça c'est une autre deuxième phrase par rapport aux progressions constantes. On donne un autre exemple. On dit par exemple on part toujours de l'ordinateur. Il est une machine. 3 points. Il représente l'ordinateur, il représente 7, c'est ces trois. Tous sont des thèmes dans les trois différentes phrases. Bon, dans le troisième, on a dit il est une machine. Une machine, c'est un propos. C'est le même propos composé dans la deuxième phrase, ça rappelle composé et composé. Il est le même exemple dans la première phrase, l'ordinateur se définit. Je pense que l'idée a été bien éclairée dans ce premier exemple. Deux, on va passer à notre exemple, à notre catégorie, celle de la progression linéaire. Mes amis, la progression linéaire, c'est-à-dire entre le thème et le propos. C'est-à-dire, si on commence une phrase par un thème et on termine par un propos, le propos peut être un verbe pronominal, par exemple. L'essentiel, un verbe ou il y a quelque chose qui fait l'action. Alors, dans le deuxième, lorsqu'on fait une virgule, on va continuer la phrase. On va pas commencer par le thème. Non, on va commencer par le propos. C'est-à-dire, elle va se définir de cette manière. Propos, thème, thème, propos, puis propos, thème, propos, de cette manière. Une sorte de chaîne, c'est ça. On donne l'exemple, par exemple, dans la progression linéaire, on donne un exemple. On dit par exemple, l'ordinateur est inventé par 3 ingénieurs.
L'ordinateur est inventé par trois ingénieurs. L'ordinateur, c'est le thème, ingénieur, c'est propos, n'est-ce pas? Bon, deuxième, on continue notre phrase. Écoutez, on dit quoi? L'ordinateur est inventé par trois jeunes. Ici, il ne revient pas à il avec S. Ils ont étudié à l'université de New York. Il avec S, c'est un propos. Il ne représente pas l'ordinateur, qui est le thème. Il représente le propos qui est ingénieur, dont on a terminé la première phrase. On a dit l'ordinateur est inventé par trois ingénieurs. Alors, la deuxième phrase, on commence par un autre pronom qui représente les ingénieurs, qui est le pro. On dit ils ont étudié à l'université de New York. Ah, l'université de New York, ça c'est quoi? C'est un thème. C'est un thème. Ils ont étudié l'université à New York. New York devient un thème. Alors, puisqu'on a terminé la phrase par un thème, on doit compléter la deuxième phrase par une autre troisième phrase qui commence par quoi? Par un propos vers un thème. Propos, non mes amis, par un thème. Parce qu'on a dit quoi? On a dit thème, propos, deuxième propos, thème, et puis thème, propos de cette manière. Une sorte de chaîne. On a dit deuxième phrase. Ils ont étudié à l'université de New York. Il, c'est un propos. New York, c'est un thème. Alors, dans la troisième phrase, on doit commencer la troisième phrase par quoi? Par un thème, un autre thème. Alors, terminé par New York, alors on va citer, on va dire par exemple, New York est une ville des États-Unis. Alors, on termine par un propos. Les États-Unis, elle devient propos. Je pense que l'idée, elle est facile à la retenir, à la saisir, il n'y a pas de problème. C'est juste, vous devez revoir et revoir, faire des exercices, essayez d'écrire ces exercices parce que c'est très très important. Ils m'ont aidé lorsque j'étais étudiant. C'est très intéressant, vraiment. Bon, maintenant on va passer à la troisième catégorie de la progression thématique. On a la progression éclatée. Ah, c'est quoi éclater? On doit donner une définition. Bon, on a dit que ces progressions thématiques sont en relation avec la littérature, avec le style d'écriture des auteurs, des écrivains, des romanciers, etc. Eux, ils utilisent ces concepts parce que ce sont utiles et ils donnent de la cohésion, de la cohérence, de la beauté, du charme dans les, c'est-à-dire dans les écrits, etc. Bon, euh, donc la troisième progression, c'est une progression éclatée. On a un sujet, et puis on a son rôle, et puis on a ses éléments. C'est-à-dire on parle, une sorte d'arbre. On a la tête, ou bien une sorte de corps. On a la tête, puis on a le niveau, qui est le niveau qui se compose des bras et le ventre des bras et tout le buste. Et puis on a la partie, c'est-à-dire la partie inférieure, les jambes, les pieds, etc. C'est une sorte d'arbre. Ça, c'est la conception que vous faites dans votre tête. C'est pas, vous allez écrire, je pense que euh, vous m'avez bien compris. L'essentiel, la progression éclatée, on a dit que c'est une sorte d'arbre, on a le sujet, on a le rôle et on a des éléments. Vous pouvez, c'est-à-dire faire la conception ou bien rédiger un texte, commencer par un sujet, trouver le sujet, par exemple le thème, parler par exemple de la toxicomanie, bien du tabagisme, hein, bien le rôle, bien, on ne prend pas le tabagisme, on prend par exemple le rôle du sport, on parle du sport, le sport. Vous allez étaler et parler de façon euh, bien encadrée sur le sport, sa naissance, vous pouvez évoquer des sportifs qui sont connus, bien. Puis vous allez parler du rôle de ce sport, de cette activité, et puis vous allez évoquer les éléments, ou bien la stratégie, ou bien les méthodes, ou bien c'est ça, ou bien les différentes méthodes, ou bien c'est ça, pour pratiquer les sports, c'est ça. Il fera une sorte d'organisation, un enchaînement. C'est comme on est en train de construire ou bien faire la conception d'un texte, introduction, développement et conclusion. Oui, on va donner juste un exemple. On dit par rapport à la progression éclatée. On dit, dans la première phrase, on dit l'ordinateur se définit comme une machine contemporaine. Trois points. C'est-à-dire vous ajoutez ce que vous voulez ajouter. La deuxième phrase. Ici, il n'y a pas de thème propos. Non.
Les thèmes, propos, c'est juste à travers, c'est-à-dire la chaîne parlée. Vous allez constater que le propos et la chaîne, ici, c'est pourquoi? Parce que ici, vous devez étaler, vous devez écrire plus, vous devez narrer, vous devez, c'est-à-dire euh, former des phrases, des idées, c'est ça. Pourquoi? Parce que ça, si on parle d'un essai ou bien d'un paragraphe, vous allez utiliser, vous allez faire la conception d'un paragraphe. Alors un paragraphe, c'est minimum, il dit oui lignes. Alors on a dit dans le premier, on a commencé par l'ordinateur se définit comme une machine contemporaine, 3 points, ou bien de suspension, etc. Vous ajoutez, et puis vous dites dans le développement, sa fabrication est très délicate. Ah, maintenant, par rapport à la fabrication de l'ordinateur, vous devez étaler ici, vous devez écrire, mentionner des choses, la façon dont l'ordinateur a été créé, le premier ordinateur dans le monde, puis comment l'ordinateur il a été, c'est-à-dire, il a passé la succession de temps et c'est ça, la ligne de temps et son développement à travers euh, le temps, comment il est devenu, comment il était un premier ordinateur, comment, voilà, son développement, qui sont les gens, les premiers qui ont cette idée, les gens qui ont contribué, qui ont, c'est-à-dire, euh, voilà, les créateurs, celui qui a créé la souris, celui qui a créé, je sais pas moi, c'est ça, vous parlez, vous étalez ici. Puis, euh, c'est-à-dire, on est arrivé à la dernière étape. Vous dites pour la troisième étape, les éléments constitutifs sont. Ces éléments constitutifs. Maintenant, vous parlez des éléments de l'ordinateur. C'est-à-dire, vous allez évoquer les composants de l'ordinateur. Et lorsque vous évoquez les composants de l'ordinateur, vous terminez par une petite ligne comme ça, vous clôturez, vous faites surtout une genre de conclusion, mais vous clôturez pas l'idée. Il faut toujours laisser l'idée ouverte, une sorte de question qui s'ouvre. Pourquoi? Parce que ce phénomène, bien ce concept, il est en train de se développer comme d'autres concepts, comme d'autres notions qui soient abstraits ou bien concrets. Ça, c'est la méthode utilisée lorsqu'on utilise ce concept de progression thématique. Mes amis, je pense que vous avez bien saisi cette explication et espérons et je souhaite qu'elle soit bénéfique pour vous. Maintenant, on va expliquer la relation sémantique. Mes amis, la relation sémantique, c'est-à-dire le sens des mots et leur influence sur eux-mêmes. La sémantique, mes amis, c'est une branche de la linguistique, comme d'autres branches. La syntaxe, comme la lexicologie, comme la phonétique, la phonologie, tout ça, la pragmatique, etc. Tout ça rentre, c'est-à-dire la source, c'est la linguistique. C'est une branche de la linguistique. C'est-à-dire s'intéresse au sens. Le sens. Pourquoi c'est-à-dire que dans la langue française, il y a ce qu'on appelle la monosynie. La polysémie, pardon, la polysémie. C'est-à-dire il y a des mots, euh, peut-être, le mot peut avoir plusieurs définitions, plusieurs sens, euh, plusieurs définitions, plusieurs sens, selon le contexte employé. Par exemple, on prend le mot presse. C'est bien la presse, c'est le journal. C'est-à-dire les médias. Les médias, mais domaine, c'est-à-dire journalier, journalistique, la presse. Parce que lorsqu'on dit média, c'est l'audiovisuel, c'est-à-dire l'audiovisuel. Mais précisément, lorsqu'on dit presse, c'est euh, c'est c'est les institutions de presse, les noms des journaux, c'est ça, comme le Figaro, comme Le Monde, etc. La presse. Mais le mot presse, c'est un mot polysyllabique. C'est-à-dire, on peut utiliser dans une phrase dont on parle de la presse, qui est, on évoque une maison de presse. On peut dire, par exemple, la presse, la machine qui presse
qui dame, ou bien oui, il y en a, on dit par exemple la presse qui dame les choses, ou bien qui dame, ou bien qui dame on dit la presse utilisée dans l'usine. C'est un nom d'une machine. On dit par exemple, je veux une presse. J'ai acheté une presse à café. C'est une machine pour fabrication de café. Vous préparez, pour préparer le café, pardon. Voyez, le mot, il a plusieurs. Moi, j'ai juste cet exemple dans ma tête actuellement. C'est-à-dire, c'est ça, la sémantique et la relation sémantique, c'est-à-dire le sens. Elle s'intéresse aux des mots, tout simplement. Ici, on va évoquer ce qu'on appelle la monosynie et la polysynie. Bon, la monosynie et la polysynie, par exemple, la monosynie, lorsqu'un mot, on dit un mot qui possède un seul sens. Par exemple, on dit le télescope. Le télescope, c'est un mot monosynique. Monosynique parce que il a un seul sens. Vous comprenez? Mais polysémique, on va trouver un mot qui a plusieurs sens. Par exemple, la clé, la serrure, la clé de la problème, mais du problème. C'est-à-dire la clé, elle peut désigner plusieurs sens. On peut dire la clé USB, la clé de la porte, la clé de la serrure, la clé des problèmes, les mots-clés. Vous voyez que le mot-clé, c'est un mot polysémique. C'est ça la différence entre les deux. C'est facile, c'est pas très compliqué. Et puis, maintenant, on va parler des homonymes. Des homonymes. C'est quoi les homonymes? Dans les homonymes, on a ce qu'on appelle c'est un mot qui possède différents de sens. Dans les homonymes, on a A et B. A, on a homophone et homographe. Homophone, par exemple, dans l'homophone. L'homophone, c'est-à-dire, on a le même sens, mais on n'a pas le même graphique. Et de l'homographe, on a homographe, c'est ça, on a le même graphique, mais le son, il n'est pas pareil. Je donne un exemple. Pour homophone, on a par exemple le mot 7 et on a le mot 7 qui est un chiffre et un autre mot qui est 7 qui est un adjectif démonstratif. Vous voyez, vous remarquez que la prononciation, on a la même prononciation, 7 7, mais au niveau graphique, il est différent. Et même on a des sens différents. Le premier, c'est un chiffre et le deuxième, c'est un adjectif démonstratif. L'homographe, dans l'homographe, on a des mots qui s'écrivent de la même façon, mais euh, le sens est différent, le son est différent. Oui, comme par exemple, on a portion et portion. Le verbe porter, dans, euh, dans première pression du pluriel, on dit je porte, présent d'indiquant je porte, tu portes, le porte. Non, l'imparfait, pardon. On dit porter, je portais, tu portais, il portait, S-A-I-T. Le portillon, oui, le portillon. Le portillon. Et on a aussi un autre mot qui est qui s'écrive de la même façon, c'est portion, de portion, portion de fromage. On a dit, deuxième exemple, par exemple, homographe, on a par exemple le verbe porter, premier groupe. Dans l'imparfait, on dit, première personne pluriel, on dit portion. Et on a le mot portion. Portion, par exemple, qui est un mot qui est relatif à une partie. On dit partie, ou bien un morceau, ou bien c'est ça. On dit une portion. Par exemple, la portion de fromage. Une portion, euh, une portion du chose. Portion
d'une pièce, ou bien d'une plaque, ou bien c'est ça. Vous voyez que le mot, les deux mots, on a la même prononciation, mais à niveau d'écriture, euh, non, on a la même écriture, mais le sens, c'est-à-dire la prononciation est différente. Le premier c'est portion, le deuxième c'est portion. Vous voyez? Mais ça s'écrit de la même façon. Et le son est différent. Le sens est différent. C'est ça ce qu'on appelle c'est-à-dire l'homographe. On a deux, l'homophone et l'homographe. Ça, c'est les deux éléments qui comprennent les homonymes. Les homonymes, c'est ça. Il faut bien faire la différence. Et puis on a ce qu'on appelle les synonymes. Les synonymes, c'est un synonyme, c'est un mot qui est relatif, bien, c'est un mot qui a le même sens, presque le même sens, comme ça, la même description, le même fonctionnement, qu'on parle et relater, discuter, ce sont des synonymes. Euh, c'est ça, c'est facile les synonymes, c'est pas très agaçant. Bon, je pense qu'on a terminé, on est arrivé jusqu'à synonymes. Euh, maintenant, les figures de style. Ah, maintenant les figures de style. Mes amis, les figures de style sont très importants et je vous conseille de faire attention parce que cette vidéo, j'espère, on est arrivé à 26 minutes. 26 minutes, je pense que j'espère qu'on va terminer avant 30 minutes. Dans les 4 minutes, je pense pas. Euh, parce que je pense que les figures, c'est le dernier. Bon, je vais juste évoquer quelques figures de style de façon un peu rapide. On a commencé, normalement dans la première année, vous n'allez pas étaler sur tous les figures. Vous allez par exemple, vous allez avoir la comparaison, vous allez avoir la métaphore, vous allez avoir l'allégorie, vous allez avoir par exemple aussi la mythonymie, aussi vous avez la synecdoque, la périphrase. euh, je pense que tout ça, et aussi vous avez l'antithèse, vous avez aussi l'antiphrase, vous avez l'oxymore, vous avez l'hyperbole, l'anaphore, la comparaison, l'accumulation, et vous avez aussi la litote, l'euphémisme, etc. Mais si voulez me suivre et je vous donne euh, chacun de ces définitions de chacun de ces livres de style, je serai très content. Et alors, je peux vous ajouter autres figures de style. Par exemple, il y a ce qu'on appelle euh, le pléonasme, on a l'anaculte, on a l'ellipse, on a aussi la personnification, on a le parallélisme, tout ça avec des exemples. Euh, espérons de suivre cette vidéo parce qu'elle est très très importante. Et sachez bien mes amis, la première année c'est quoi? C'est l'élan. C'est l'élan qui va vous pousser à faire de bons résultats et sortir de l'université avec un bon niveau, même si vous articulez pas le français, même si votre pratique, votre oral est, on peut dire, est rouillé, c'est-à-dire un effet SDA, rouillé, il n'est pas par rapport à d'autres, mais vous sortez avec des connaissances et sachez bien mes amis que c'est-à-dire que n'importe professeur ou bien n'importe personne, n'importe quelle personne vous propose des questions concernant la langue française, les bases, je dirais bien les bases, vous allez répondre avec et vous êtes à l'aise sans aucun trac, aucun euh, c'est-à-dire malentendu. Vous allez répondre d'une façon simple. Pourquoi? Parce que vous avez déjà acquis ces informations avec votre intention, avec votre discipline, avec votre rigueur, c'est ça. Je vous conseille d'être rigoureux, c'est ça. Bon, rapidement, on est arrivé, je pense, à 29 minutes. Je vais terminer, c'est Inch'Allah, dans 10 minutes peut-être. On va commencer, mes amis, messieurs, et mes amis, mes camarades, avec les figures de style. Bon,
Pour bien comprendre les figures du style, mes amis, il faut savoir que les figures du style sont réparties selon des schémas. Des schémas, ou bien selon ce qu'on appelle euh, c'est-à-dire une source ou bien un corpus. Un corpus ou bien une source. Je ne sais pas si c'est juste d'évoquer le mot corpus, c'est-à-dire la source. C'est-à-dire on a un grand titre et en bas on a des sous-titres, c'est ça. Par exemple, si on parle de comparaison, on parle de métaphore, on parle de l'allégorie, tous ces éléments ils appartiennent à ce qu'on appelle les figures d'analogie. Bon, commençons par la comparaison. Par exemple, qu'est-ce qu'on dit? On donne un exemple. Comparaison, on dit la lampe brille comme l'étoile. C'est bon? Dans la métaphore, sachez bien, mesdames, messieurs et mes amis, que la métaphore, elle a plusieurs formes. D'après mes connaissances, mes informations, la métaphore, on a ce qu'on appelle l'annoncé, direct, filé, cliché. C'est-à-dire elle a plusieurs, et aussi selon l'auteur. Par exemple, si on parle de Hugo, la métaphore chez Hugo, elle est différente. Elle est différente de métaphore dont on suit ou bien qu'on a connu. Dans la métaphore, c'est juste, vous pouvez faire la différence ou bien la distinguer la métaphore à travers quoi? À travers, je pense que l'auteur utilise des choses qui sont des choses abstraites avec des choses matérielles ou bien de la vie avec la nature. Par exemple, il dit un gros serpent de fumée. Un gros serpent de fumée. Bien sûr qu'on sait pas, on sait que le serpent c'est une bête. Voilà. Un gros serpent de fumée. Ici, c'est bien qu'il parle de la fumée. Cette fumée, elle a pris une posture d'un serpent. Alors c'est une métaphore. Lorsqu'il dit, par exemple, et plusieurs, je ne vais pas étaler ici. Bon, on part de, ça c'est la métaphore. Dans l'allégorie, c'est-à-dire lorsqu'on lit un, un texte, ou bien essai, ou bien un récit, on trouve qu'un auteur utilise un mot qu'il attache à une chose, qui symbolise quelque chose, mais il est utilisé, c'est-à-dire d'une façon bien forte, il est quasi dominant dans le texte, alors il symbolise quelque chose pour lui. C'est pas la paix, ou bien il parle de la révolution. La révolution pour lui, c'est la paix. La paix. Il évoque toujours la révolution, la révolution. Alors ce mot qui a été évoqué plusieurs fois, euh, on remarque que l'auteur, il veut dire quelque chose. Il a un sens de nous faire transmettre par cette répétition au même terme. Ce sens, c'est une allégorie, tout simplement. Puis on passe à ce qu'on appelle on a ce qu'on appelle des figures de substitution. On évoque notamment la métonymie. Deux, on a la synecdoque et trois, on a la périphrase. Je vais donner juste des petits exemples. On a la métonymie, par exemple, euh, par exemple, par exemple, on dit, qu'est-ce qu'on dit, métonymie. On dit par exemple, euh, wallahi, c'est très. On dit par exemple manger du couscous. Manger du couscous par exemple. Ici relatif à quoi? Relatif au Maghreb, pays Maghreb. L'Algérie, le Maroc et Tunisie, parce que eux, ça c'est un plat qui est réputé chez eux. Vous avez mangé du couscous, par exemple. On dit fumer des havanes, relatif à des cigarettes qui sont fabriquées à la Havane. Cuba. C'est ça, c'est un mot qui revient à quelque chose, bien un pays, ou bien il distingue, c'est ça. Dans la synecdoque, on a synecdoque. La synecdoque, on parle, par exemple, on parle d'une partie pour désigner l'ensemble. Euh, on dit par exemple, euh, voilà, voilà venir les pluies de l'hiver.
Voilà venir les pluies de l'hiver. Voilà venir les pluies de l'hiver. C'est la saison c'est-à-dire la saison hivernale. Ça, c'est une anecdote. Par exemple, on dit 3, on passe à la périphrase. La périphrase, par exemple, on parle on utilise une locution c'est un ensemble de mots qui désigne un pays ou bien désigne quelque chose. On dit par exemple, le pays du brouillard, c'est relatif à Londres. Oui, le pays du brouillard, c'est relatif à Londres. 3, on a les figures de l'opposition. Dans les figures de l'opposition, on a ce qu'on appelle l'antithèse, et on a l'antithèse plus la comparaison, et on a l'antiphrase, et on a l'oxymore. On commence par l'antithèse, par exemple, je vous dis, d'abord, si l'antithèse c'est quoi? Elle oppose des termes. Elle oppose des termes. Par exemple, je vous dis, j'ai un bon rôle et vous avez un mauvais rôle. Oui, vous voyez qu'il y a de l'opposition. Mauvais contre bon. Ça, c'est une antithèse. Si on peut, c'est-à-dire, on peut ajouter la comparaison à l'antithèse, on dit par exemple, on dit, j'ai un bon rôle, vous avez un mauvais rôle, non, je vous dis, j'ai un mauvais rôle, et vous avez un bon rôle, comme Alain Delon, par exemple. On remarque qu'il y a deux choses qui sont opposées, puis on a ajouté comme, c'est-à-dire, on a fait la comparaison. Antithèse, c'est comparaison. Puis on parle de antiphrase. La troisième figure, c'est antiphrase. L'antiphrase, elle exprime une idée par son contraire, dans une intention ironique. C'est-à-dire, pour juste comprendre cette figure de style, dans l'antiphrase, c'est-à-dire on trouve une petite locution, mais elle a un sens, on peut dire, d'ironie. Lorsque quelqu'un vous le voyez, par exemple, on voit un élève qui est très paresseux, des élèves perturbateurs. Alors, on ne va pas donner de leçons de morale. On va juste donner comme ça, on va répondre, ou bien on va juste dire que quel courage. Ou bien on voit une personne qui est lâche, qui ne peut pas défendre contre sa sœur, par exemple. On dit quel courage, hein, vous êtes fort. Le son ici, l'ironie. On sait bien que l'ironie. On a l'ironie dans le son. Et puis, on a la dernière, dans les figures de l'opposition, on a ce qu'on appelle l'oxymore. L'oxymore, mes amis, il faut mettre attention, faire attention lorsque vous écrivez le mot, parce qu'il y a beaucoup des élèves qui font des erreurs euh, lorsqu'ils écrivent le mot. Euh, L'oxymore, c'est la réunion de deux termes contradictoires dans la même chaîne parlée, bien dans une phrase. C'est-à-dire, on a deux mots qui sont juxtaposés l'un à l'autre, côte à côte. Mais le premier, c'est le contraire du deuxième, et le deuxième, c'est le contraire du premier. Par exemple, le plus utilisé, on trouve jour et nuit. Nuit et jour. Vous voyez, voilà, deux mots qui sont contraires. Avant, après. Vous voyez, précédent, ou bien successeur et prédécesseur et successeur. Ça, c'est de l'oxymore. Et puis, on arrive à ce qu'on appelle les figures d'amplification. Mes amis, les figures d'amplification, on a ce qu'on appelle l'hyperbole. C'est une exagération, pardon. C'est une exagération, l'hyperbole. Je suis mort de jalousie. Il est mort de jalousie. C'est une exagération. C'est-à-dire, euh, il est tellement jaloux, ou bien je suis mort de fatigue, je suis mort de soif. Il n'est pas mort, mais il est jaloux. Et je dis, il n'est pas, il est jaloux. Il n'est pas, voilà, il va pas mourir à cause de la soif, mais il est il a très très soif. Et il a de la dalle. Il est affamé. Oui, on voit qu'il y a une exagération. Deux, on a l'anaphore. L'anaphore, c'est le même mot qui se répète à la tête d'un vers, c'est-à-dire de la poésie, ou bien d'un texte écrit en prosaïque. C'est-à-dire que l'anaphore, on peut la trouver soit dans les textes, c'est-à-dire dans les romans, dans les essais, dans les récits, et comme on peut la trouver aussi dans les poèmes.
Ce sont des répétitions à la tête, lorsqu'on a affaire à un poème, c'est à la tête d'un premier vers. Si on est dans les textes prosaïques, c'est la première phrase, on remarque que c'est de l'anaphore. Par exemple, on dit oublie-la, aimant, oublie-la, mon petit. Oui. euh, Bon, maintenant on arrive à ce qu'on appelle les répétitions. On est toujours dans les figures d'amplification. On a la répétition. La répétition, ce sont des répétitions de mots. On trouve des répétitions presque dans tous les paragraphes, dans tous les textes, on trouve la répétition. Et même nous, en tant qu'élèves et chercheurs, lorsqu'on commence, on rédige un texte, on répète des mots. C'est pas de manque voilà. Des fois, la mémoire n'arrive pas à saisir ou bien à rattraper le mot et de, c'est ça. Des fois, on oublie, alors on est obligé de faire répétition. Mais il y a des façons de contourner la répétition par bien sûr, par ce qu'on appelle la progression thématique, par des utilisations de mots comme le Y, comme le on, pour remplacer, c'est-à-dire à la place d'utiliser, pour éviter la répétition. Bon, maintenant on arrive à ce qu'on appelle l'accumulation. Le dernier élément dans les figures dans l'amplification, c'est l'accumulation. L'accumulation, c'est une succession de plusieurs termes. Par exemple, on dit liquide, rouge, vert, blanc. On dit par exemple, je vous donne un exemple de mon esprit, de mon imagination. Je vous dis, on connaît bien l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est dans les, lorsqu'il fait, euh, lorsqu'il fait chaud et, et, on a, et le ciel pleut, on a de la pluie, l'arc-en-ciel, normalement, on voit l'arc-en-ciel dans ces circonstances. Alors, l'arc-en-ciel, on dit, voilà, euh, j'ai vu, par exemple, on dit, j'ai vu l'aile de l'arc-en-ciel, rouge, blanc, vert, jaune et bleu, par exemple. C'est accumulation de mots, c'est une succession de mots, des adjectifs, c'est une accumulation, tout simplement. Et puis on arrive à la fin de cette figure. Le dernier, c'est les figures d'atténuation. Les figures d'atténuation, je pense qu'il y a beaucoup, mais je vous ai choisi juste deux, la litote et l'euphémisme. La litote, elle exprime plus de sens en disant deux mots, souvent à la forme négative. Euh, voilà, par exemple, on dit par je te déteste pas, ou bien je te déteste guère. Par je te déteste guère. Démarre. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un dans une voiture, vous lui dites, et cette personne, je sais pas, vous êtes en conflit avec cette personne, et vous dites, vous lui dites, démarre, je te, je te, je pense pas à toi, par exemple. Ça, c'est une litote. Et deux, on a l'euphémisme. L'euphémisme, c'est rendre le dernier, non. L'euphémisme, c'est-à-dire quelqu'un qui vous fait du mal. Par exemple, vous avez reçu, je sais pas moi, un geste, un mauvais regard, une, quelqu'un qui vous a traité, il vous a répondu d'une façon mal polie, bien vulgaire, il a fait des gestes, il a fait quelque chose, c'est-à-dire peut-être que vous avez fait du bien à cette personne, mais en retour, il a fait le contraire. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez répondre d'une façon, comment dirais-je, d'une personne bien éduquée, vous dites, vous êtes remercié. Vous êtes remercié. Par exemple, vous êtes remercié. Non, merci. Ah, ah,
Ah, vous avez raison. Ah, vous avez raison. Ici, vous employez une conjonction d'interjection à et vous mettez vous avez raison. Ça, c'est de l'euphémisme. Figure de style euphémisme. Mes amis, on est arrivé à la fin. À la fin, il nous reste juste la personnification. Elle n'est pas programmée, mais pour information, je peux vous la donner, il n'y a pas de problème. La personnification, lorsque vous donnez une, une attitude d'un être vivant à quelque chose c'est-à-dire, qui est, comment dirais-je, non vivante. Le contraire de être vivant, non vivante, comme la terre, comme les rochers, comme on dit le jardin. Le jardin dort encore. Vous savez, par exemple, le jardin dort encore. On dit par exemple, le rocher penche sa tête, toujours. Ou bien la falaise ouvre ses mains. Oui, la falaise ouvre ses mains. La falaise, c'est quelque chose c'est-à-dire, qui est non vie. C'est pas un être humain. C'est, euh, c'est un, c'est une, comment dirais-je, une création de Dieu, comme les rochers, les montagnes, etc. Mais vous donnez quelque chose, une, une, une attitude à cette chose pour la rendre, c'est-à-dire un peu attractive, un peu, c'est-à-dire pour transmettre le son, si on est dans la littérature, ou bien on est dans, pour exprimer, je sais pas bien. Je sais, c'est ça. Enfin, je pense qu'on a terminé. J'ai juste un petit message à vous transmettre. Mes amis, ça c'est, euh, ces leçons sont très importantes. Je vous conseille de lire et voir mes vidéos. Je vous jure que c'est pour les gens qui n'ont pas de base, les gens qui ont raté, les gens qui étaient orientés en dehors de leur volonté, c'est-à-dire c'était pas leur choix de choisir le français. Vous allez avec ces vidéos, je vous jure que vous allez avoir euh, une bonne base, c'est-à-dire un bon départ, euh, c'est-à-dire vous allez avoir votre chemin bien tracé si vous suivez ces vidéos, parce que on remarque tous que il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur YouTube, mais il y a ce qu'on appelle le manque d'explication avec une profondeur. Voilà. Je vois des vidéos qui sont brefs, 10 minutes, 20 minutes, même 5 minutes. Il y a des vidéos qui sont très très courtes, mais c'est-à-dire le noyau, il n'existe pas. Il n'y a pas d'explication, mes amis. Ça, c'est un cours, le même cours que donne votre enseignant. Bien sûr, il y a la différence du niveau de la langue. Pourquoi? Parce que je vous ai répondu dans les vidéos précédentes que moi, je possède un niveau, mais je n'ai pas de pratique parce que j'ai pas pratiqué euh, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette langue c'est-à-dire, je suis pas un enseignant, je suis chômeur, mes amis, je cherche toujours le travail, mais j'aimerais bien garder comment on dit, cette faculté et ne pas perdre ce que j'ai appris. Voilà, Inch'Allah, dans les prochains, on va entendre de bonnes choses. Voilà, mes amis, soutenez-moi et soutenez ma chaîne.